Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle webconférence consacrée à l'intelligence artificielle en EHPAD. Je suis Maxime Ricard, journaliste au sein de la rédaction de Géronto News et j'ai l'honneur d'animer les débats à venir. En début d'année, Paris a été la capitale mondiale de l'intelligence artificielle. L'occasion pour Emmanuel Macron d'annoncer vouloir investir près de plus de 100 milliards d'euros dans le développement de cette technologie. L'occasion aussi pour Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins, de détailler la stratégie tricolore en matière d'intelligence artificielle en santé. Quelques mois auparavant, lors des Assises nationales des EHPAD, Cédric O, ancien secrétaire d'État au numérique, estimait pour sa part que l'intelligence artificielle allait bouleverser le secteur du grand âge dans les années à venir. En réalité, sur le terrain, de plus en plus d'EHPAD se saisissent déjà de cette technologie. Ce n'est donc plus de la fiction, c'est un fait. L'IA est en train de transformer en profondeur les établissements. Et les perspectives sont immenses. Entre le dépistage précoce des maladies neurodégénératives, la détection des chutes ou l'amélioration des plannings, l'IA dessine des opportunités nouvelles, tant en matière d'accompagnement des personnes âgées que de gestion des structures. Mais comment intégrer ces outils de manière éthique ? Comment préserver le droit des résidents et rassurer face aux craintes d'une déshumanisation de la prise en charge ? Autant de sujets que nous allons aborder au cours de cette webconférence. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir 3 experts. Tout d'abord, Émilie Danglade-Pérez, avocate au barreau de Paris au sein du cabinet Simmons & Simmons. Elle intervient en particulier sur les sujets liés à la protection des données personnelles, mais également à la conformité d'outils digitaux, et notamment ceux impliquant l'intelligence artificielle. Nous recevons aussi Julien Brunet, directeur des EHPAD finistériens, des Abers et de Plabennec, et administrateur du GCSMS Comet Bretagne. Il est l'un des pionniers de l'expérimentation de l'IA en EHPAD, avec notamment l'usage d'un chatbot et d'un outil de reconnaissance des signes prédictifs de troubles anxieux chez les résidents. Enfin, autour de la table, nous accueillons David Gruson. Il est le directeur du programme Santé à domicile au sein du groupe La Poste Santé et Autonomie et cofondateur d'Ethikia. À ce titre, il est à l'origine du concept de garantie humaine de l'intelligence artificielle dont il nous parlera. Madame, Messieurs, bonjour et merci encore d'avoir participé à cette webconférence. Avant de débuter, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à nos intervenants tout au long de la webconférence. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit d'envoyer un message à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Dans la mesure du possible, nos experts essaieront d'y répondre. Cela dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut rappeler que l'IA en EHPAD est loin d'être une évidence. La preuve, ce constat terrible. Pendant la crise sanitaire, nous avons pu observer qu'un certain nombre d'EHPAD n'avaient toujours pas le Wi-Fi. De même, il y a peu, les plannings de certains services à domicile étaient encore écrits à la main sur des feuilles volantes. Le secteur du grand âge n'est donc pas celui qui a le plus d'appétence pour le numérique. Pour combler ce retard, en 2021, l'État a mis en place le Ségur du numérique pour une durée de 5 ans. Au sein de ce programme, 630 millions d'euros ont été initialement alloués au secteur médico-social et social pour accélérer la transformation numérique. David Gruson, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste ce programme et quel impact il a sur les EHPAD ? Alors, merci à Géronto News d'avoir porté ce sujet. Ça fait partie effectivement d'une démarche de sensibilisation. Vous avez raison, avant de parler d'IA en tant que tel, il faut rappeler les fondamentaux. Et il y a un besoin important de transformation numérique de ce secteur. Encore, des établissements sont avancés sur ce chemin. Et alors, on va en avoir un exemple avec Julien, avec le GCSMS Comet dans un instant. Alors le programme de ESMS numérique donc, porte sur 630 millions d'euros. Il a une cible principale, c'est le dossier usager informatisé, le DUI, avec l'objectif d'ici la fin de 2025 de permettre une généralisation de ce dossier usager informatisé. On est dans le chemin, on n'est pas encore au bout du chemin, il va falloir avoir un bilan de ce programme. Moi, ce que je voulais passer comme message d'emblée pour faire la connexion avec le sujet du jour, c'est que autant il faut avancer sur les fondamentaux, un certain nombre de prérequis, autant il ne faut pas passer à côté aussi d'opportunités associées à l'IA permettant d'aller plus vite sur le chemin. Et par exemple, le sujet sur le DUI est un peu le même que sur le DMP.
dans le champ santé, c'est que DMP. le dossier médical partagé, il va falloir incorporer très vite des outils d'IA générative de ces objets. Parce qu'on voit que dans la pratique médicale, en consultation, en ville, mais aussi en établissement de santé et en établissement médico-social, les acteurs s'habituent à ces outils d'IA générative de synthèse documentaire. C'est ce qu'on fait avec la Poste, avec DocaPost, qui a mis en place un système qui s'appelle Dalvia de synthèse du dossier du patient, du résident. Et il va falloir incorporer ces outils de synthèse du dossier si on veut réussir le sujet DEI pour la prochaine étape du Ségur numérique médico-social. D'accord. Mais donc on voit que sur le Ségur du numérique, le temps qui se met en place, il est actuellement au bout de... C'était 2021-2025, donc on est au bout du programme. La cerise sur le gâteau, c'est donc l'intelligence artificielle. Mais avant de détailler comment une structure peut se saisir concrètement de cette technologie, il convient de définir les règles d'usage de cette intelligence artificielle. Et pour cela, le règlement européen sur l'IA vient d'être publié. Quelles en sont les grandes lignes, Émilie d'Anglade-Pérez ? Alors, ce règlement a pour finalité de faire en sorte que le développement et le déploiement de l'IA se fassent de manière sécurisée et respectueuse des droits et libertés des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, le règlement européen a établi une espèce de pyramide des risques avec tout en haut des systèmes d'IA qui sont prohibés. C'est les systèmes qui impliquent des techniques subliminales, qui exploitent les vulnérabilités des personnes, et ce type d'IA ne peuvent pas être développés ni déployés. Après, il y a une strate en dessous qui sont des IA qui sont dits à haut risque. Ça peut être par exemple dans le domaine du recrutement ou des IA un petit peu plus spécialisées dans l'éducation, dans la justice. Et là, le règlement dit c'est possible, mais il faut un certain nombre de garde-fous, que ce soit au niveau des fabricants et des entités qui les déploient. Donc ça veut dire assurer par exemple un contrôle humain, faire en sorte que l'IA ne joue pas tout seul avec les données, faire en sorte qu'il y ait un système de surveillance, parfois de notification. Donc l'idée derrière ce règlement, c'est bien d'avoir identifié quels sont les risques et avoir un certain nombre d'obligations pour cadrer, mais aussi informer les personnes et faire en sorte que voilà, vraiment il y a un respect du droit et des droits des personnes lorsqu'il y a utilisation de l'IA. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres niveaux de risques ? Vous avez parlé des risques élevés. Est-ce qu'il y a haut risque ? Il y a haut risque, il y a plutôt IA prohibé, IA haut risque, et après, il y a des types d'IA qui interagissent par exemple avec les personnes, tout ce qui est chatbot. Et là, on va les dire à risque faible, il y aura moins d'obligations, mais il y aura quand même par exemple des obligations de transparence, informer les personnes qu'elles interagissent avec l'IA. Et ça, on est d'accord que ce n'est pas forcément spécifique aux EHPAD, c'est propre à n'importe quelle intelligence artificielle dans n'importe quel secteur. Exactement. On verra un peu plus tard quels sont les effets pour les EHPAD directement. Mais avant ça, ce règlement européen, il a été mis en place en début d'année, mais il a plusieurs phases, on va dire. Il y a un agenda très précis à respecter. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, M. Gruson, s'il vous plaît ? Oui, alors Émilie a bien posé le principe fondamental qui, je pense, est encore plus important dans le champ du grand âge, c'est la gradation de l'intensité de la régulation en fonction du niveau de risque. Donc les risques prohibés, cette barrière d'entrée en vigueur est déjà passée. À partir d'août 2025, donc ça va se passer chaque mois d'août, on va avoir 3 étés chargés. Donc août 2025, l'IA générative. À l'autre extrême du spectre, août 2027, tout ce qui est dispositifs médicaux avec IA, et au milieu, en août 2026, et là ça s'appliquera pas mal, je pense, dans le champ du grand âge, tous les systèmes qui interviennent en matière de santé et d'autonomie et qui ne sont pas DDM. Par exemple, les outils d'aide à l'éducation thérapeutique, d'aide à l'observance des traitements. Et donc, il va falloir se préparer à ces échéances, le faire sereinement parce que, comme Émilie le disait, c'est une logique de régulation positive. Et puis, évidemment, tout ne sera pas de l'IA à haut risque, avec une bonne partie des cas d'usage qui seront sur les fonctions support, la simplification de l'accès au dossier médical, comme je le disais juste avant. D'accord. Et de ce point de vue, justement, on y revient, mais qu'est-ce que tout cela va changer pour un EHPAD très concrètement ? Parce que là, on parle un petit peu de manière globale, générale de l'intelligence artificielle, mais quels vont être les impacts de ce règlement sur un EHPAD ? Qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien d'un établissement, pour un directeur d'établissement, ce règlement, Madame d'Anglade-Pérez, pardon. Ça va impliquer de déployer un plan de mise en conformité, qui, comme ça peut être le cas pour d'autres réglementations, mettre en place en gros des étapes, des équipes aussi pour identifier quels sont les outils d'IA. Et il se peut déjà que certains EHPAD utilisent des IA un peu sans le savoir ou sans l'avoir identifié.
identifier les risques et mettre en place la documentation appropriée. Donc c'est vrai que ça paraît quelque chose qui est lourd, mais il faut peut-être aussi s'imaginer qu'il y a d'autres plans de mise en conformité type RGPD qui ont déjà été déployés au sein des établissements et certaines documentations peuvent éventuellement être utilisées ou révisées pour appuyer ce plan de mise en conformité. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir identifié une équipe ou alors une personne qui va un peu porter le projet et auquel le directeur ou les personnes au sein des établissements vont pouvoir s'adresser pour dire voilà, j'utilise un type d'IA, qu'est-ce que je dois faire, quel type de risque, est-ce qu'on a la documentation propre, est-ce qu'on a bien informé les gens, voilà, un peu piloter la gouvernance et c'est un peu ça la première étape pour les directeurs d'EHPAD qui vont peut-être avoir à se saisir du sujet incessamment sous peu, se dire comment j'opère en matière de gouvernance de l'IA pour être sûr que je me conforme à la réglementation. Vous avez donné l'exemple du RGPD, mais de ce point de vue-là, ça veut dire que les établissements vont devoir avoir des prestataires informatiques ou ils vont pouvoir continuer à le faire eux-mêmes? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un avocat et donc de se tourner vers des cabinets tels que le vôtre ou il n'y a pas d'obligation de ce point de vue-là encore et l'impact, c'est plutôt dès qu'on s'en saisit, on agit? Il n'y a pas d'obligation d'avoir des accompagnements externes, même si évidemment c'est une question de ressources, savoir si les EHPAD ont les équipes qui sont assez sensibilisées aux IA, assez sensibilisées aux risques, est-ce qu'ils comprennent la technique, est-ce qu'ils comprennent les enjeux juridiques. S'il y a des équipes en interne, il n'y a évidemment pas de nécessité de recourir à des prestataires externes, mais on imagine quand même qu'il y a des établissements peut-être de plus petite taille qui vont se dire mais moi je n'y comprends rien, j'ai besoin d'être assisté. Et dans ce cas-là, oui, quand même, au niveau de la réglementation, c'est quand même bien de pouvoir avoir un support juridique pour comprendre les obligations de chacun. Ce qui nécessite du coup un audit, j'imagine, de la part de... Cartographie, ce qu'on dit généralement, c'est on cartographie les IA et selon les types d'IA, et on peut s'imaginer qu'au départ, ce sera des IA à risque faible et qu'au fur et à mesure de l'adoption des outils, on aura des risques de plus en plus élevés parce que les outils seront de plus en plus complexes. D'accord. Avant même ce règlement européen, vous, Julien Brunet, vous êtes saisi de l'intelligence artificielle en expérimentant l'outil Imobot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes saisi de l'intelligence artificielle et ensuite éventuellement nous dire comment vous avez réussi à procéder? Et on reviendra sur qu'est-ce que l'Imobot en tant que tel. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous dire moi, en tant que directeur d'EHPAD, l'intelligence artificielle, elle peut m'aider? Alors en fait, avec le GCSMS Comet Bretagne, et ça fait le lien avec ce qui a été dit précédemment, en 2020, en 2021, on va dire, après la crise Covid, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de secteurs déployaient des outils d'intelligence artificielle et qu'il pouvait être intéressant d'avoir une réflexion collective du médico-social sur ce que pouvait apporter pour nos établissements l'intelligence artificielle. Et avec l'ARS Bretagne, qui elle aussi était dans une perspective d'innovation, on a été retenu à un appel à projet pour expérimenter l'intelligence artificielle dans les établissements médico-sociaux avec deux objectifs principaux, c'est évaluer une solution, mais surtout, j'ai envie de dire, évaluer comment on intègre une intelligence artificielle dans un établissement médico-social. Et le projet Emobot, c'est ça. C'est d'une part la solution Emobot, qui est de détecter les troubles anxieux chez les résidents, donc avec tout un système prédictif. Mais surtout, ça a été d'évaluer comment les usagers, comment leurs proches, comment les professionnels du médico-social voient l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les établissements. C'est l'appel à projet qui mettait en avant la solution Emobot. Ce n'est pas vous qui avez choisi la solution Emobot? Si, c'est vous. L'appel à projet laissait libre de choisir une solution, sachant qu'il souhaitait une solution à destination des résidents. Donc il y avait déjà un prisme qui était de dire, mais parce qu'on était au début, l'intelligence artificielle va répondre à des besoins d'usagers. Donc ça, c'était l'obligation. Et nous, ce qu'on est venu rajouter avec le GCSMS, c'est de dire, mais attention, intégrer une solution technique, c'est bien, mais il y a beaucoup de freins internes, peu identifiés, qu'il faut qu'on évalue pour que demain, quand on voudra mettre d'autres types d'intelligence artificielle, on soit prêt. D'accord. Mais alors du coup, comment vous avez choisi la solution Emobot? Parce que vous avez constaté des manques dans votre établissement sur l'accompagnement, parce que vous vous êtes dit, effectivement, il y a un risque, le côté anxieux, dépressif des résidents, on l'observe, mais on n'arrive pas à l'analyser suffisamment, ou c'est juste qu'on est venu vers vous avec une solution et vous êtes dit,
ça va être le moment de s'en saisir? Alors c'est un peu les deux. En effet, pour être transparent, on a rencontré l'entreprise Emobot au détour d'un salon, mais on a quand même mené une réflexion, je pense, importante, c'est de se dire, mais est-ce que cette intelligence artificielle peut apporter quelque chose à l'EHPAD? Et en effet, le trouble anxio-dépressif était quelque chose qu'on identifiait peu, parce qu'on avait peu de ressources. C'est-à-dire que les temps de psychologues sont très faibles en EHPAD, et donc ça nous paraissait intéressant d'aller sur ce type de prédiction par rapport à d'autres types de solutions. D'accord. Et donc là, on est en 2021, c'est ça? Oui. Et en 2021, vous avez lancé l'expérimentation. Quels en sont les premiers résultats? Est-ce que vous avez fait un bilan, des cas d'usage qui ont été mis en place? Voilà, qu'est-ce que vous en retirez de cette expérimentation? Donc en effet, l'expérimentation, ça a été le déploiement alors je vais employer un mauvais mot, mais de 30 robots. Donc, en fait, ce sont des petites caméras qui filment le visage des résidents et qui sont capables, en fonction des évolutions de ce visage, d'identifier, de prévenir les troubles anxio-dépressifs. Donc ça a été 30 robots déployés. On a fait le choix que ça soit dans un seul EHPAD pour pouvoir avoir assez de données pour évaluer. Parce que le problème de mettre un robot par-ci par-là, c'est qu'on dispatche trop les moyens et en termes d'évaluation, c'est pas performant. En termes de retour, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que... Excusez-moi, les robots, ils sont installés partout dans l'établissement ou ils sont mis dans les chambres? Non. Est-ce qu'il y a, parce que j'imagine que ça a un impact aussi sur l'analyse qui a été faite derrière. Alors ça va être l'un des cœurs du sujet, c'est que les robots sont dans les espaces de sommeil, de vie des résidents, donc dans leur logement. Et ce qui posera des questions derrière sur l'évaluation et l'acceptation de cette technologie. Et donc les robots sont uniquement mis dans les chambres et ne filment uniquement que quand il y a un usager sans professionnel. C'est-à-dire que dès lors qu'un professionnel rentre dans une chambre, il se coupe. Voilà, pour aussi éviter de filmer les professionnels, ce qui est un deuxième écueil. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que dans 83% des 30 résidents suivis, on a une détection plus précoce des troubles anxio-dépressifs par rapport à ce qu'aurait pu détecter, entre guillemets, là où le psychologue. D'accord, 83%. 83% plus prédictif. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on se rend compte aussi dans l'évaluation, c'est qu'on a plutôt une bonne acceptation des usagers, c'est-à-dire sous réserve de bien accompagner, mais dès lors qu'on explique que l'intelligence artificielle peut améliorer l'accompagnement, on a une bonne acceptation des usagers. Là où on est moins bon, c'est l'acceptation des professionnels, qui là sont beaucoup plus défiants sur l'intelligence artificielle. On y reviendra aussi de ce point de vue-là, mais ce n'est pas la seule expérimentation que vous avez faite sur l'intelligence artificielle. Vous avez aussi testé un chatbot, que vous avez les chatbots RH. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et c'est pareil, quelle période, comment vous avez fonctionné? Est-ce que c'est un appel à projet aussi? Alors là, on s'est lancé tout seul. Alors là, on est vraiment sur autre chose. Le chatbot, c'est la petite fenêtre que vous avez sur le petit bonhomme avec qui vous pouvez discuter. Et donc, on l'a mis en place pour répondre aux demandes de ressources, aux questions des professionnels sur l'ensemble de leur carrière. Voilà, nous, on est fonction publique, donc un environnement réglementaire assez complexe. Et donc, avec ce chatbot, chaque professionnel peut questionner le chatbot en demandant comment je peux poser mes vacances, combien j'ai le droit de jours de repos, quand est-ce qu'est mon prochain avancement de carrière, etc. Et donc ça, on l'a expérimenté pendant 3 ans, avec des retours plutôt mitigés. Mitigés, pourquoi? Parce que plutôt une très bonne acceptation des professionnels, mais une faible utilisation du chatbot, c'est-à-dire qu'on reste dans une culture professionnelle de l'oral, du contact, avec ce refus d'aller contacter le chatbot. C'est-à-dire pour aller vite, quand vous allez sur le site de la CPAM, vous allez sur le chatbot parce que vous n'avez, entre guillemets, pas d'autre choix. Mais dès lors que vous avez le choix entre chatbot ou l'agent du service RH, l'humain, eh ben, aujourd'hui, vous choisissez l'humain. Voilà. Et c'est la grande évaluation de cette expérimentation, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, si on confronte humain-IA, le professionnel choisit l'humain. D'accord. Et alors, on a commencé à en parler, mais quand on a préparé cette webconférence, vous m'avez expliqué que l'accueil d'un point de vue professionnel, justement, ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, c'est ils ont un peu été surpris, ou peut-être pas surpris, mais ils n'ont pas forcément accepté tout de suite le principe de l'intelligence artificielle, la peur du remplacement, en se disant oula,
pourquoi on veut mettre de l'intelligence artificielle à ma place? Est-ce que j'ai mal fait mon travail? Est-ce que ça, c'est donc vraiment une réalité de terrain que vous avez constatée? Et peut-être que je vous poserai la question aussi à vous sur les différents intervenants, les différentes personnes que vous avez déjà pu accompagner. Mais est-ce que c'est vraiment une peur, oui, une appréhension en tout cas de la part des professionnels? Alors, c'est clairement une peur. Nous, ce qu'on remarque dans nos différentes expérimentations, c'est plusieurs choses. C'est tout d'abord une méconnaissance de ce qu'est le mot intelligence artificielle. C'est-à-dire que dès lors qu'on dit intelligence artificielle, chez les directeurs, les yeux brillent, et chez les professionnels, on a peur, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, ça, première chose, c'est une méconnaissance de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et deuxième chose importante, c'est ce qui nous est renvoyé, c'est la déshumanisation du soin. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si l'intelligence artificielle est intégrée au fonctionnement d'un établissement, on va vers une déshumanisation du soin. Voilà. Donc ça, c'est les deux écueils qui nous sont remontés, auxquels on peut travailler, c'est-à-dire que ça, c'est le début. Je pense qu'aujourd'hui, les professionnels ne diraient pas la même chose. D'accord. Mais de ce point de vue, vous, en tant qu'expert et en ayant fondé justement Ethikia, est-ce que vous sentez aussi cette appréhension, cette incompréhension? Certains disent l'intelligence artificielle va remplacer le professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a un changement assez puissant depuis 18 mois avec la pénétration des outils de LLM grand public dans la vie de tous les jours. Et donc, tout se passe comme si la diffusion de ces outils faisait sauter des verrous psychologiques dans la tête des directeurs, des médecins, des professionnels, y compris en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et on voit qu'il y a un mouvement, et votre webconférence en administration, d'intérêt autour du sujet. On opère avec Ethikia le programme national d'accompagnement à l'IA de l'ANFH, qui a été précurseur sur ce sujet en allant sensibiliser, former les professionnels. Et là, il y aura bientôt une journée dédiée à ce sujet en Auvergne-Rhône-Alpes, demandée par les directeurs d'EHPAD, comment est-ce qu'on peut sensibiliser et expliquer. Et donc on voit que la compréhension des choses est évidemment une étape première. Il faut bien distinguer les types de situations. Une fois qu'on entre un peu dans le concret, des choses qui sont de l'IA d'optimisation des fonctions support, l'IA d'aide à la gestion des plannings, on sait que c'est un sujet important, y compris notamment dans les EHPAD. Évidemment, ces solutions-là, en termes de bénéfices-risques, ne sont pas les mêmes que des outils très engageants dans la prise en charge des personnes elles-mêmes, et a fortiori dans le champ du diagnostic médical. Donc il faut derrière un vocable un peu global, intelligence artificielle, qu'il faut expliquer, mais qu'il faut surtout exemplifier par des cas d'usage concrets, montrant que en fait, la réalité de ces exemples d'utilisation de l'IA recouvre des choses très différentes, de la logistique pure, l'optimisation des fonctions support des établissements, jusqu'à la prise en charge elle-même et la prédétection, comme Julien vient de dire, de troubles anxio-dépressifs ou aussi de troubles neurodégénératifs. Il y a en fait toute une palette d'actions et toute une palette aussi de bénéfices-risques associés à ces outils. Et pour être très clair pour les personnes qui nous regardent, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les professionnels soignants et médico-sociaux. Alors, on avait fait avec Ethikia en 2019, ça remonte un peu, une étude sur les impacts RH de l'IA. Alors, autant, franchement, on n'avait pas vu venir la percée des modèles LLM, en tout cas cette rapidité de diffusion. Autant sur la partie RH, on ne s'était pas trop trompé. Déjà, à cette époque-là, c'était un peu le grand thème la médecine sans médecin, le radiologue espèce en voie de disparition. Et en fait, on était allé à rebours de cette approche en partant du répertoire des métiers du champ santé médico-social et en regardant métier par métier, tâche par tâche, à partir d'études, mais aussi d'entretiens, quel pouvait être le potentiel d'automatisation de certaines fonctions. Et on estimait que ce mouvement d'automatisation de fonctions allait porter sur les fonctions support du système et pas sur la relation avec les personnes, la relation de prise en charge. Et là, depuis 5 ans, le mouvement a été plutôt dans la confirmation de ça et la percée de l'IA générative, notamment sur les fonctions d'éditorialisation de contenu, les fonctions RH, finance, amplifie un peu ce sujet et on n'a pas assisté à la disparition des fonctions médicales et soignantes. Au contraire, l'IA vient plutôt à leur appui pour restituer du temps d'aide à la prise en charge des personnes. D'un point de vue juridique, est-ce que le règlement européen, justement, arrive à cadrer ceci en disant
quoi qu'il arrive, on ne peut pas prendre de l'intelligence artificielle pour faire le travail de quelqu'un. Est-ce qu'il y a une partie qui est juridiquement écrite là-dessus? Et est-ce que vous avez eu des cas concrets d'inquiétude de professionnels ou même de professionnels qui se seraient tournés vers vous en disant oula, j'ai peur, ou même peut-être même des cas déjà de personnes qui se seraient fait licencier parce que l'intelligence artificielle a remplacé leur travail? Alors, sur le règlement intelligence artificielle, l'idée quand même va être toujours d'avoir du contrôle humain autour de l'intelligence artificielle. On ne peut pas juste déployer un outil en se disant il va tourner tout seul, les personnes regardent et puis on verra à la fin la décision qu'il va prendre. C'est vraiment pas l'objet. L'objet, c'est vraiment de dire il faut toujours qu'il y ait une équipe qui soit en charge de la supervision. C'est le principe de la garantie humaine qu'on évoquera tout à l'heure. Exactement. Après, aujourd'hui, au sein des directions juridiques, je pense qu'on est en train de se préparer, de se dire que c'est sûr que les équipes opérationnelles vont revenir avec des projets d'intelligence artificielle. Est-ce que ça va remplacer les équipes juridiques? Je n'y crois pas, même si on voit beaucoup de solutions qui disent on va écrire vos contrats à votre place. C'est toujours une aide. C'est-à-dire ça permettra d'aller plus vite, mais l'intelligence artificielle, elle va être quand même moins efficace sur l'estimation des risques. Et c'est là où toutes les équipes juridiques ont vraiment une place à prendre, de dire, voilà, nous, on va vous aider à le déployer, mais c'est nous qui serons en charge d'étudier les risques. Donc, un licenciement décidé par l'IA, peut-être faites-vous conseiller si jamais vous voyez ce type d'outil, parce que rien ne remplacera un juriste ou une équipe juridique pour l'évaluation de ce type de décision. D'accord. Ça, c'est d'un point de vue du point de vue des professionnels. Du point de vue des résidents et des familles, quel a été l'accueil? Vous m'avez expliqué en la préparation de cette webconférence que 40% des usagers avaient quitté l'expérimentation Emobot. Ça veut dire qu'en fait, ils ont eu peur aussi, pareil? Ou comment on explique ces 40%? C'est quand même un gros taux. Oui, alors ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur à quoi sert l'IA et où on la positionne. Aujourd'hui, clairement, quand on vient nous proposer une solution d'intelligence artificielle avec des capteurs dans les chambres, ce qui a été notre cas, ça pose une question, c'est-à-dire est-ce que moi j'ai envie de vivre avec une caméra dans ma chambre toute la journée? Alors, même si le directeur vous garantit que quand un professionnel rentre, ça se coupe, que quand votre famille vient, ça se coupe. Voilà. Il y a quand même cette défiance de est-ce que j'ai envie de vivre avec une caméra dans ma chambre? Et aujourd'hui, 40% des usagers nous ont dit on veut bien essayer, puis au bout d'une semaine, nous ont dit non, moi ça me dérange, ce robot qui tourne, ce robot qui fait des bip-bip, ça me dérange. Et donc, je souhaite que ça s'arrête. Et je pense que ça pose une question importante, c'est-à-dire que dans notre approche quotidienne, souvent, on a des startups qui viennent nous vendre des produits miracles auxquels on peut croire, je ne dis pas que... Mais dans l'opérationnalité de la chose, faisons attention. C'est-à-dire que par rapport à moi qui ai 40 ans, mettre une caméra, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a 80 ans. Parce que, et encore plus mes enfants, auront eu l'habitude de ça, d'avoir des écrans, des caméras. Mais ce n'est pas encore le cas des générations précédentes. Donc soyons attentifs à ce que ça implique de mettre une intelligence artificielle. C'est différent d'utiliser ChatGPT pour écrire un courrier que d'aller mettre une caméra pour prévenir les chutes dans un EHPAD. C'est bien noté. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à l'adresse suivante qui va s'afficher, qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas, nos experts y répondront en fin de webconférence. On aura un temps consacré à ça. La semaine dernière, l'ANAP a dévoilé les résultats de son challenge sur l'intelligence artificielle à l'épreuve des plannings, qui a confronté des cadres et des solutions d'intelligence artificielle pour la production de plannings de soins. Surprise ou non, 4 des 5 meilleurs plannings ont été réalisés avec le soutien de l'intelligence artificielle. Je crois que vous êtes vous-même aussi en train de réfléchir à une solution de ce genre pour vos établissements. Le projet IA Care. Tout à fait. Qu'en est-il ? En effet, alors, fort de nos expériences, au GCSMS Comet, on a décidé d'inverser un peu le paradigme, c'est-à-dire, au lieu de subir, je le mets entre guillemets, des propositions de solutions, voilà, on s'est dit, mais pourquoi ne partons pas de nos besoins et construisons nous-mêmes notre solution? Et donc, on a créé ce projet IA Care qui vise à créer un outil d'aide à la gestion d'un directeur d'EHPAD ou d'établissement médico-social. Et donc, aujourd'hui, on est en train de construire cette solution qui vise à la fois à aller récolter l'ensemble de la donnée qui existe dans tous nos établissements, qui est très peu exploitée, pour venir construire
un algorithme qui nous permettra de déployer un certain nombre de cas d'usage qui vont de l'optimisation financière, de la gestion des plannings, mais on peut imaginer la réalisation d'un plan de formation, on peut imaginer de faire des projets d'accompagnement. Une fois qu'on crée la base de données, en fait, les cas d'usage sont assez vertigineux. De ce point de vue-là, comment vous êtes accompagné? Vers qui vous vous tournez pour monter un tel projet? Parce que ça a un coût, ça nécessite un certain nombre de ressources humaines pour monter un tel dispositif. Qu'en est-il? Alors, tout d'abord, moi je suis un grand défenseur de la coopération, c'est-à-dire qu'un tel projet, ça ne se fait que dans le cadre d'un groupement. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est groupé, parce qu'on est nombreux, qu'on peut porter ce projet. On est d'accord que ce n'est pas pour les 4 EHPAD dont vous êtes directeur, c'est pour l'ensemble du GCSMS cette fois-ci. Oui, avec même une ambition d'aller peut-être un peu plus loin. Aujourd'hui, le GCSMS, c'est 40 EHPAD, c'est 2500 professionnels, donc ça a une envergure. Et donc, ça nous permet de développer ce projet et de nous associer à un certain nombre de compétences qui vont du juridique, pour gérer cette donnée, mais qui vont aussi à la création de l'algorithme, parce que ce n'est pas nos capacités, qui vont de la NFH, on en parlait tout à l'heure, pour acculturer les professionnels, ce qu'il va falloir aussi convaincre. Et donc, en effet, on s'est associé à différentes expertises pour aller créer cet algorithme. Le message qui, pour moi, est important, c'est que dans le secteur public, on peut avoir cette capacité d'aller créer ce que l'on souhaite, ce que l'on a besoin, et surtout de créer un cadre d'usage. C'est-à-dire dire, nous, dans nos établissements publics, on utilisera l'IA dans telles conditions, pour tel usage, mais en aucun cas on ne le fera dans telles conditions, dans tel usage. Et ça, je trouve que sur l'approche éthique, c'est assez intéressant. Très concrètement, quel est le montant d'un tel dispositif? On est accompagné par la CNSA, on est accompagné par Ethikia peut-être, on est accompagné par qui? Comment ça se passe? Alors pour aller très vite, pour vous donner une enveloppe, pour construire un premier cas d'usage, voilà, donc par exemple construire un plan de formation, aujourd'hui on est sur une enveloppe qui est autour de 800 000 €. Voilà, donc ce n'est pas donné à n'importe quel établissement, surtout actuellement. Ce n'est pas donné. D'où mon message de regroupement si on veut travailler l'IA. Et que l'EHPAD de 90 tout seul dans son coin n'y arrivera pas. Voilà. Et ça rejoint tous les besoins d'expertise juridique, etc. Voilà. Et donc, en effet, Ethikia est dans le consortium de ce projet. On a répondu également à un appel à projet à la CNSA. Il y a la NAP qui nous suit, la RS Bretagne, un certain nombre de partenaires qui ont assez intéressé. Ce qu'on sent chez les tutelles, chez les institutionnels, c'est qu'on est un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on est un peu un objet de curiosité. C'est-à-dire, déjà, on est le médico-social. C'est-à-dire qu'on est plutôt habitué que ce soit les CHU qui fassent les projets d'IA. Là, on est dans des établissements médico-sociaux. La réglementation n'est pas encore figée. Donc, on est dans cet entre-deux qui, pour moi, est assez intéressant parce que ça nous permet de construire, ça nous permet de déterminer demain comment sera utilisée l'IA dans les établissements médico-sociaux. On parle réglementation, je me tourne vers vous qui êtes avocate. En préparant cette webconférence, encore une fois, vous m'avez expliqué justement que la plupart de vos clients faisaient appel à vous pour des dispositifs justement RH. C'est une porte d'entrée la plus simple, a priori, si j'ai bien compris, d'usage de l'intelligence artificielle pour les directeurs d'EHPAD. Pareil, qui sont un peu vos clients et pour quelles raisons ils se tournent vers vous pour les accompagner? Alors, sur ce type d'outils, il y a plusieurs types d'outils. Il y a parfois des outils qui sont des chatbots. Les chatbots, c'est quand même quelque chose de relativement simple à développer et à déployer. Et c'est des outils, par exemple, qui peuvent être utilisés pour le bien-être des salariés. Avoir un petit chatbot en disant « je me sens pas très bien » ou « j'aurais besoin d'un peu d'aide » et d'avoir du contenu qui est délivré via un chatbot, ça, c'est quelque chose qui, pour un peu accompagner le personnel, peut être mis relativement en place facilement. Après, au niveau RH, on voit qu'il y a aussi des besoins pour accompagner les RH sur le tri des candidatures. On voit pas mal d'outils qui vont permettre un peu de classer, mettre un score aux candidatures pour pouvoir, voilà, quand il y a beaucoup de candidatures pour certains postes, être un peu plus efficace, se dire on a un petit pool qu'on peut peut-être voir en priorité et classer d'autres pools. Donc voilà, c'est ce type d'outil de se dire on va essayer de faciliter soit la vie des salariés, soit la productivité de certaines équipes,
grâce à l'IA. Et évidemment, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas les remplacer, mais vraiment avoir des outils pour eux, en fait, pour leur bien-être. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. Si l'EHPAD n'a pas besoin de l'outil, il n'a pas besoin de faire appel à l'intelligence artificielle. Tout à fait. Enfin, ce que généralement je dis, c'est que l'IA, c'est comme ordinateur ou Internet. C'est un outil. Donc, si on a besoin d'Internet, on l'utilise. Si on n'en a pas besoin, eh bien, on va lire un livre. Eh bien, c'est pareil pour l'IA. Mais je crois que vous n'étiez pas forcément d'accord avec ce point de vue, Julien Brunet. Si, alors on en a parlé avant. On est complètement d'accord. Ce que je ne voudrais pas que les collègues directeurs retiennent, c'est que pour moi, l'IA va devenir indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit déjà, moi qui utilise l'IA dans mon quotidien, il y a un avantage compétitif, pour employer un mot de la science économique, qui est fort. C'est-à-dire que les collègues qui n'entreront pas dans ce chemin de l'IA risquent d'avoir une scission, un clivage entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Donc c'est clair qu'il faut utiliser l'IA dont on a besoin. Ça, pour moi, il n'y a pas de débat. Et c'est pour ça que je suis très attentif aux sollicitations que l'on a. Parce que IA, c'est un peu le mot magique aujourd'hui. On veut vous vendre quelque chose, on met le mot IA et comme ça, on signe. Donc ça, méfiance. Mais aujourd'hui, je pense qu'un directeur ou une directrice d'EHPAD ne peut pas avoir un positionnement disant « je suis contre l'IA, je n'en veux pas pour mon établissement ». Je pense que ça serait un mauvais choix stratégique. Avant d'utiliser une intelligence artificielle, il convient de se former à son bon usage. À ce propos, en octobre 2024, l'École des hautes études en santé publique, EHESP, a annoncé l'ouverture d'une plateforme de formation au numérique en santé destinée aux dirigeants actuels et futurs, afin de les sensibiliser aux enjeux du numérique en santé, avec notamment la mise en place de modules qui aborderont spécifiquement l'intelligence artificielle appliquée à la santé. En début d'année, Yannick Noder avait lui aussi fait savoir que dès la rentrée universitaire de 2025, la formation au numérique intégrant l'intelligence artificielle est rendue obligatoire dans le premier cycle des études de santé. Au total, ce sont donc 119 millions d'euros qui sont investis pour former 500 000 professionnels en 5 ans, que ce soit du personnel médical, paramédical, social, etc. Qu'en est-il pour les EHPAD spécifiquement? Quelles sont les obligations et qui forme-t-on prioritairement? Là encore, je crois que ça a été un peu défini dans le règlement européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Donc, ce que nous impose le règlement IA depuis février 2025, c'est de s'assurer que les personnels qui soit interagissent avec l'IA, soit qui supervisent l'IA, ont un niveau suffisant de maîtrise. Alors, ça veut dire, et c'est toujours là la même démarche, de dire il faut identifier qui utilise l'IA, quels sont les risques associés et quelles sont les bonnes pratiques et les former là-dessus. Donc si on utilise des outils, par exemple chatbot, évidemment le niveau de formation va être de niveau plus simple que si on utilise des outils plus élaborés. Donc vraiment là, c'est avoir vraiment identifié qui doit bénéficier de cette formation. Est-ce que c'est les utilisateurs niveau 1? Est-ce que c'est l'équipe informatique? Est-ce que c'est aussi le management? Parce que c'est vrai que parfois le management doit prendre des décisions sur est-ce qu'on recourt ou pas à un outil d'IA. Ils vont avoir besoin de comprendre la technique, comprendre les enjeux juridiques. Donc il peut y avoir parfois, et on pense notamment aux grosses structures, plusieurs strates de formation qui vont devoir être organisées. Il n'y a pas de priorité entre le soignant, l'administratif, ça dépend de l'intelligence artificielle dont on va se servir. Exactement. Mais est-ce qu'il existe des aides, une aide financière pour les établissements? Parce qu'encore une fois, c'est une question d'argent. Les établissements n'en ont pas forcément, une crise financière qui touche un peu tous les établissements. Est-ce qu'il existe des aides de ce point de vue-là? Alors les aides, ce sera les systèmes d'aide classiques. Il n'y a pas de système spécifique à l'IA. Mais ce qui est aussi important, c'est de aussi peut-être s'appuyer sur les ressources existantes, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir une formation externe. Ça peut être, on pense à l'équipe juridique, aux DPO, qui peuvent déjà sensibiliser aux enjeux juridiques. Ça peut être peut-être l'équipe qui est plutôt en charge de l'IT, qui peut former sur les aspects techniques. Donc, quand on pense formation, ce n'est pas forcément formation externe. On peut s'appuyer sur les ressources pour former dans un premier temps, et au fur et à mesure que les outils se développent et se complexifient, peut-être faire appel à plutôt des formations externes. Vous, Julien Brunet, quand il a fallu utiliser Emobot, est-ce que vous avez eu une formation? Si oui, par qui elle a été dispensée? Et est-ce que vous savez s'il y a des plans d'aide qui sont mis en place? Là, on parlait des 119 millions d'euros. Ils n'ont pas encore été fléchés en fonction des structures. Mais est-ce que, depuis 2021, vous avez pu bénéficier d'un plan d'aide? Et si oui, quel montant éventuellement? Nous, quand on a mis en place nos solutions, on était un peu en avance, donc ce type de formation n'existait presque pas. Donc ça a été plus la débrouille et la recherche personnelle.
et une certaine appétence pour le sujet. Aujourd'hui, encore une fois, on parlait de la NFH. Aujourd'hui, ça se déploie beaucoup, c'est-à-dire que ce soit le HESP, que ce soit à travers la NFH. Aujourd'hui, que ce soit les dirigeants ou les salariés, si on veut les former, les acculturer à l'IA, il y a un ensemble de dispositifs qui existent. Sur les aides financières, non, aujourd'hui, clairement, il n'y en a pas au-delà des aides classiques. Peut-être un bémol ou un questionnement à avoir, c'est en fonction des ARS, les agences régionales de santé, certaines sont plus appétentes à l'IA. Donc ne pas hésiter à questionner son ARS en disant mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une enveloppe, j'ai tel projet, une enveloppe pour former mes équipes, former mon encadrement, etc. Ceci étant dit, l'intégration de l'intelligence artificielle soulève des défis éthiques majeurs. La confidentialité des données médicales est une préoccupation centrale. Les systèmes d'IA nécessitent l'accès à des informations sensibles et les seniors sont particulièrement vulnérables aux violations de la vie privée. Un rapport du Conseil de l'Europe en 2023 a souligné que 65% des personnes âgées étaient inquiètes quant à l'utilisation de leurs données de santé. Enfin, l'autonomie des patients peut être compromise si l'IA prend des décisions sur leur consentement éclairé. On en revient aux résidents Alzheimer. Les seniors peuvent ne pas comprendre pleinement comment fonctionne l'IA, ce qui soulève des questions sur le respect de leurs droits et de leur dignité. Quels sont les enjeux éthiques autour de l'usage de l'intelligence artificielle ? Il ne nous reste pas énormément de temps, mais si vous pouvez synthétiser un petit peu tout ça. Vous avez 3 heures, mais voilà, j'en dirais, je vous répondrai un peu sous 2 angles. Le premier angle, moi j'avais eu l'honneur de co-diriger le groupe de travail préparatoire au volet numérique et IA de la révision de la loi de bioéthique avec Claude Kirchner, qui est aujourd'hui le président du Conseil d'éthique du numérique, et qui avait donné lieu à l'avis 129 du Comité national d'éthique, qui a été réitéré, donc ça c'est 2018, dans un avis 141 en 2023. Les auditeurs peuvent les consulter en ligne. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'avis du Comité national d'éthique, le premier risque éthique que pose le CCNE, ce serait le risque de bloquer l'innovation. Parce que l'IA va amener des gains majeurs dans la qualité de la prise en charge des personnes, elle va permettre d'améliorer l'efficience du système. Donc dans un environnement déjà protégé, avec le RGPD, les règles relatives à la protection de la vie privée, au secret médical, il fallait faire attention à ne pas poser des strates de surréglementation. Donc c'est le sens de ce qu'on a porté et qui a été relayé dans le règlement européen sur l'IA, l'échelle de régulation, de gradation de la régulation en fonction du niveau de risque, dont on a déjà parlé avec Émilie, ce principe de garantie humaine. Dont on va parler juste après. Ou si vous voulez en parler maintenant, n'hésitez pas. Parce qu'il impose ce principe, donc article 14 pour le concepteur, article 26 pour l'utilisateur qui peut être l'EHPAD, d'avoir une supervision humaine de ces systèmes, de la conception jusqu'à l'application en vie réelle. Et il faut se faire une représentation exacte de ce que ça recouvre. Donc, comme le règlement européen sur l'IA, la non-conformité est assortie de sanctions possiblement assez lourdes. Mais néanmoins, la manière d'assurer cette conformité doit reposer sur des principes de management. Je reprends juste un instant ma casquette d'ancien directeur de centre de géronto et d'établissement de santé. Là, ce que disait Julien me parle beaucoup. On voit que dans l'expérience du GCSMS Comet, ce qui a été construit, inventé, ce sont des méthodes de garantie humaine permettant d'itérer au réel avec les professionnels, avec les résidents et leurs représentants, leurs familles, pour s'assurer que l'incubation ou la diffusion de l'IA est monitorée au fil du parcours. Ce que va amener le règlement européen, à partir de ces bonnes pratiques pilotes, c'est de la formalisation. Donc c'est ce qu'on va déployer. Ça va amener aussi à sans doute se poser des questions collectives sur le cadre d'incubation et de développement de cette innovation. Et on voit, sans être trop long, que cette éthique de l'IA ou ce questionnement éthique de l'IA aujourd'hui ne peut pas être posé sans avoir un regard sur des enjeux géopolitiques qui nous dépassent un peu, mais qui sont quand même très concrets, sur des questions de souveraineté, de développement durable français et européen de ces outils. Et de ce point de vue, le cadre européen est aussi un cadre d'incubation du développement d'innovation technologique souveraine, durable. Donc c'est ce qu'on cherche à faire avec les équipes de la Poste. Et j'ajoute un dernier point, ou une troisième dimension plus applicative de cette notion de garantie humaine, c'est qu'il faut aussi penser la garantie humaine de l'IA comme une garantie humaine de l'IA pour l'EHPAD hors de ses murs. Et ça, c'est un sujet sur lequel Comet est aussi en avance, qu'on voit dans d'autres territoires, c'est comment utiliser l'IA ou l'injecter dans les CRT
pour pouvoir Centre de ressources territoriaux. pour pouvoir aller avoir des intervenants, y compris à domicile. Prévention de première ligne, ce qu'on fait dans certains territoires en reconvertissant des facteurs pour aller dérouler des questionnaires ICOP sur la perte d'autonomie. De l'IA derrière qui va orienter vers les bons professionnels pour faire du pré-check de prévention et positionner l'établissement d'EHPAD en centre de référence vers lequel on procédera à un adressage. Et puis après les établissements de santé, s'il y a besoin, par exemple, d'aller faire des pré-checks de prévention à domicile. Donc c'est aussi une garantie humaine du parcours territorial et une garantie humaine de l'IA dans une logique aussi de responsabilité populationnelle. La garantie humaine, pour être très clair, c'est derrière chaque intelligence artificielle, il y a un humain qui vérifie, qui contrôle. Oui, mais ça c'est le principe, mais le point est que cette garantie humaine doit être graduée en fonction du niveau de risque du système. Mais est-ce que vous avez un exemple concret à donner pour les directeurs d'établissement? Exemple très pratique qui s'applique en EHPAD, qui est le plus ancien protocole de garantie humaine qu'Etikia applique, sous égide de l'Union des dentistes, l'UFSBD, qui est une française pour la santé bucco-dentaire, qui joue le rôle de tiers de confiance. Système d'IA de prise d'image par les professionnels en EHPAD dans la bouche du résident. Et le système d'IA qui a été fait par une boîte française qui s'appelle Dental Monitoring, c'est le programme oralien de l'UFSBD, va convertir la prise de vue en panoramique dentaire avec détection du risque carieux et du risque inflammatoire. Et depuis 4 ans, on applique un protocole dans lequel un collège de garantie humaine se réunit sous égide de l'Union des dentistes avec des réviseurs humains qui sont chirurgiens dentistes, le concepteur, des représentants des résidents. Et on va aller faire une sélection aléatoire de dossiers. Donc au départ, on en revoyait 30 tous les trimestres. Maintenant, c'est 2 fois par an, tirés au sort, qui sont reposés dans un environnement, la plateforme technologique d'Etikia, où ces dossiers sont remis à disposition des réviseurs humains qui n'ont pas de lien d'intérêt avec le concepteur et qui donnent un deuxième avis. Et ce qui est important, c'est de créer la discussion collégiale autour de l'outil. Et de cette discussion collégiale ressortent des actions correctives qui portent sur le système d'IA, mais j'insiste, aussi sur la pratique humaine. Est-ce qu'on note des écarts entre ce qu'a pu détecter une intelligence artificielle et ce qu'aurait détecté un dentiste? Oui, alors là, en l'occurrence, sur le cas d'espèce que je cite, le protocole de garantie humaine a été plutôt très consolidant pour le système d'IA. Mais ce qui est important, c'est de graduer l'intensité de cette supervision en fonction du niveau de risque. Et là, vous voyez, on est déjà sur des protocoles très, très échantillonnés. Ce ne sera évidemment pas le cas dans un domaine qui n'est pas le domaine des EHPAD, mais qui porte sur l'IA de diagnostic médical. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le domaine des EHPAD stricto sensu. Néanmoins, il faut bien mesurer qu'il y a un autre champ d'application sur l'IA en santé qui est rapprocher le diagnostic somatique des résidents en EHPAD. Par exemple, au Portugal, les infirmiers libéraux ont, et ça peut très bien s'appliquer en EHPAD, sur leur smartphone un système d'IA de prise de vue pour faire un pré-check du mélanome, avec un contrôle à distance à J+1 du dermatologue. Et donc c'est ça aussi la garantie humaine. Des protocoles de ce type peuvent être aussi mis en œuvre dans le champ de la traumatologie, où on va déployer des protocoles de téléradiologie humaine, de garantie humaine de l'IA. C'est ce qu'on fait avec Made in Plus, qui est un opérateur de téléradio qui fait ce contrôle. Donc ça permet d'aller plus vite sur le diagnostic de spécialité. Avant de laisser de prendre les questions des téléspectateurs, j'avais une dernière question pour vous sur les sanctions. Les sanctions, comment on peut être sanctionné? Quels sont les risques si on ne met pas en place tout ce qui est prévu par le règlement européen? Est-ce qu'on se fait juste taper sur les doigts? Est-ce que ça va plus loin? Alors ça va un petit peu plus loin parce que donc, les amendes administratives les plus importantes donc pour les IA prohibées sont à hauteur de 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires annuel. Évidemment, c'est des amendes maximales. Et pour les IA à haut risque, on est sur 15 millions d'euros et 3% du chiffre d'affaires annuel. Donc là, on est sur, sur des montants. On ne sait pas quelles seront nos autorités de surveillance, donc c'est quelque chose que d'ici l'été, en principe, on devrait quand même commencer à savoir. Donc là, avoir en tête qu'on a des amendes administratives, mais on pourra avoir d'autres types d'amendes, d'autres types de mesures, de sanctions qui pourraient aussi être décidées. Mais pour quelles raisons on peut être sanctionné si on n'a pas mis de plan de formation à l'intelligence artificielle, si on n'a pas tout simplement mis en place un outil, un usage qu'est-ce qu'on risque quelle est la nature de la sanction, pardon?
En fait, ça va être comme un peu tous les grands sujets de conformité, une investigation par l'autorité de surveillance qui va voir qu'on n'a pas mis en place de mesures de gestion des risques, qu'on n'a pas mis en place la documentation nécessaire, on n'a pas informé les personnes. Et là, ça pourra donc donner lieu à des procédures et des éventuelles amendes. La même chose que le respect du RGPD, en fait. Tout à fait. Voilà, d'accord. Je crois qu'on a fait le tour. Il me semble qu'on a des questions de la part de nos téléspectateurs. Alors, le développement de l'IA nécessitera des données de qualité en quantité et accessibles, mais pour l'instant, l'utilisation secondaire des données est complexe, et notamment par rapport aux méthodologies de référence. Les temps d'arrivée de l'IA sur le terrain sont allongés. Le cadre réglementaire sera-t-il amené à évoluer ? L'entrepôt de données de santé est-elle la seule solution pour cette utilisation secondaire des données ? Qui veut répondre? Peut-être vous, Monsieur Gruson? Oui, là, on a un auditeur averti. Donc dans la question qui est posée, il y a plusieurs environnements. Alors, il a raison dans le sous-jacent de la question, c'est au fond quelle est la base d'entraînement de tous ces modèles. Effectivement, il faut beaucoup de données. Il faut avoir des cadres sécurisés, des entrepôts de données de santé sécurisés pour traiter ces données. C'est ce qu'on fait avec EVA, par exemple. Et néanmoins, on voit que sur ce sujet-là, je vous dis le fond de ma pensée, il y a encore un effort à faire pour que les cadres de structuration de ces entrepôts de données de santé viennent intégrer aussi la donnée des EHPAD. Et ça a à voir, Julien a mis le doigt sur le sujet, le mouvement vers l'IA est un mouvement qui est en synergie avec les délégations de compétences aux professionnels paramédicaux, mais aussi avec le regroupement des structures. Et de ce point de vue-là, plus le secteur arrive à s'organiser et à se regrouper, plus ces dispositifs de collecte de données dans des cadres de confiance seront simples à organiser. Donc ça va être un puissant adjuvant, la percée de l'IA, à l'évolution vers un secteur mieux organisé en groupement. Je rebondis sur la question sur l'évolution du cadre réglementaire. En l'état, on parle du règlement européen. Est-ce qu'on peut imaginer un règlement français de l'intelligence artificielle qui serait plus restreint encore Est-ce que... Non, un règlement français. En fait, le sujet d'un règlement européen, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qu'a dit le règlement européen et qui s'applique directement en France. Après, on va avoir des pratiques des autorités, on va avoir peut-être des interprétations des textes par des autorités, en France et en Europe. Et c'est comme on a pu faire pour le RGPD, on va se placer en France en disant est-ce qu'on est plus restrictif que les Allemands, que les Espagnols. Et c'est là où on va construire la doctrine, dès maintenant d'ailleurs, ça pourra déjà être le cas, et où on va se positionner par rapport à nos partenaires européens. Mais ça va être dans les prochains mois. Une autre question, y a-t-il des acteurs du domicile qui se lancent ? Je vais vous laisser la parole parce que je vous ai eu le bonheur de vous entendre à une conférence sur le sujet de l'intelligence artificielle dans le secteur du domicile. Oui, vous avez des réponses. Oui, il y avait effectivement des choses qui se passent sur le terrain du domicile. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le point clé, c'est que l'IA, en fait, d'une certaine manière, percute la frontière entre domicile et EHPAD. Parce que vous voyez, dans les exemples que je prenais, sur un système d'IA de préévaluation de la perte d'autonomie organisé dans le cadre d'un centre de ressources territoriales opéré par un intervenant à domicile avec le soutien soignant médical des professionnels de l'EHPAD, est-ce qu'on est à domicile, est-ce qu'on est en établissement ? Et donc du coup, par ailleurs, évidemment, vous avez aussi des outils qui sont plus centrés sur la partie domiciliaire stricto sensu, dans le champ de l'hospitalisation à domicile. On a signé un partenariat avec la Poste, avec la Fédération d'hospitalisation à domicile, mais le point clé est de vraiment raisonner en continuum, en parcours territorial de santé et avec des systèmes d'IA qui vont mieux orchestrer ce parcours de prise en charge des personnes. Et alors du coup, je rebondis, mais l'hospitalisation à domicile avec la Poste, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh ben, on va intervenir avec eux pour faire soit de la prévention amont, soit aider aussi sur des fonctions, c'est un domaine dont on n'a pas parlé qui est important, la logistique. C'est un domaine dans lequel, sur des questions qui ne sont pas des questions annexes, le portage de médicaments à domicile, l'aide à la gestion des fonctions support, du dispositif médical, c'est aussi un sujet sur lequel l'IA peut nous aider à mieux orchestrer les flux pour faire en sorte que ces questions soient plus facilement opérables et aussi, c'est toujours le même sujet, libérer du temps de professionnels de santé. D'accord, c'est redonner ce que j'avais entendu, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va permettre aux cadres de santé, aux cadres de terrain, d'aller à nouveau sur le terrain et de faciliter tout ce qui est gestion des plannings. Pareil, c'est ce qu'on disait
tout à l'heure. Il y a une troisième question, je pense qu'elle va plus être pour vous, Monsieur Brunet. Les EHPAD d'autres régions peuvent-ils rejoindre les projets qui sont en cours en Bretagne ? Comment vous sentez vos collègues directeurs ? Avez-vous l'impression que ces sujets avancent chez vos confrères ? Plusieurs questions en une. Plusieurs questions, alors je vais les prendre dans l'ordre. Pour le sujet de l'intelligence artificielle, l'ambition, en tout cas qu'on porte au GCSMS, c'est en effet de s'ouvrir à toutes les bonnes volontés qui seraient intéressées, parce qu'il serait bête d'aller construire des modèles d'IA dans chaque région de France. C'est un coût très important d'investissement. Et donc l'ambition de Comet, c'est de créer une sorte de cahier de prérequis, de dire voilà, vous êtes un EHPAD, vous souhaitez développer l'intelligence artificielle, voilà déjà une base obligatoire avant de pouvoir développer l'intelligence artificielle. Et ensuite, vous êtes les bienvenus pour rejoindre les projets du GCSMS. Ensuite, sur, on va dire, la culture professionnelle. Rejoindre les projets du GCSMS, ça veut dire aussi partager les coûts, ou vous êtes prêt à éventuellement mettre à disposition l'outil, le projet iCare que vous allez mettre en place et que vous voulez potentiellement sortir d'ici la fin de l'année? Est-ce que vous serez prêt à le prêter, entre guillemets? Aujourd'hui, dans la structuration du projet, Comet on voit ça comme un investissement, c'est-à-dire qu'il va créer une solution propriétaire de développement d'une intelligence artificielle d'aide à la gestion. Et ensuite, on va essayer de créer un modèle économique pour pouvoir continuer à créer du cas d'usage. Parce qu'en fait, le coût d'une intelligence artificielle, c'est de créer de nouveaux cas d'usage. Et donc l'idée, c'est que demain, les collègues qui nous rejoindront paieront une sorte de licence ou une participation au coût, voilà. Mais comme ça paraît naturel. D'accord. Sur la question de est-ce que vos confrères, vous sentez qu'ils s'emparent aussi du sujet? Alors c'est un sujet qui est assez difficile. Alors tout à l'heure, vous sortiez un chiffre sur le nombre, alors c'était avant le SMS numérique, donc je pense que ça a bien évolué, mais sur les EHPAD qui sont sans Wi-Fi. Oui. Voilà. Et c'est vrai que quand vous allez voir un EHPAD qui n'a pas de Wi-Fi, vous lui dites « Ah, on va développer une intelligence artificielle », vous voyez, il y a un fossé tout de même. Donc là où je vois un vrai intérêt avec notre projet, c'est que, mais David l'a dit tout à l'heure, ce projet iCare, il a illuminé les yeux de mes collègues, c'est-à-dire qu'ils y croient, et ça va être un levier pour aller améliorer nos systèmes d'information et la convergence de nos systèmes d'information. C'est-à-dire qu'avant, c'était un non-sujet, c'est-à-dire que chacun restait avec son dossier de soins, chacun restait avec son système d'information, etc. Là, l'un des prérequis du projet, c'est de se dire on doit converger. Et c'était quelque chose qui... Donc on voit que les collègues, grâce à l'intelligence artificielle, évoluent positivement dans cette nécessité, pour moi, de converger sur les questions de système d'information, de sécurité, d'RGPD, etc. Encore une question, preuve que le sujet intéresse. Quelles sont les applications possibles de l'intelligence artificielle dans l'administration hors planning et comment les plannings, et concernant les plannings, est-ce que les logiciels actuels s'emparent de l'IA? Qui veut répondre? J'en dis un petit mot. Donc effectivement, sur la partie fonction support, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, il ne faut pas se priver de cas généraux d'usage de l'IA qui peuvent intervenir sur les fonctions RH, finance. Donc là, on a ce domaine dans lequel vous avez des outils généralistes qui peuvent fonctionner. Sur la question des plannings, elle est un peu plus spécifique parce que là, évidemment, c'est pas exactement la même chose de faire un planning de soins, d'EHPAD ou d'organisation de blocs opératoires que de gérer un planning de classe, par exemple. Donc du coup, c'est plutôt des outils spécialisés. Donc là, je vous renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure, le challenge qu'a organisé la NAP avec une série d'outils. Il y en a un que la Poste, une filiale de la Poste fait qui s'appelle ProBIS, qui en fait gère des outils de gestion de planning. Donc du coup, il faut avoir cette vision, et ça c'est sans doute une clé de lecture importante à partager ce matin, à se poser la question de quand est-ce qu'il faut avoir une approche spécialisée santé, ou est-ce que dans certains domaines, des outils plus généralistes peuvent fonctionner. La grille de lecture, c'est plus on est sur de la donnée métier, plus il faut être attentif à l'adaptation du système d'IA et évidemment au cadre éthique qui encapsule son usage. Je me permets de compléter pour les collègues, c'est juste en quittant la conférence de se dire il suffit de prendre ChatGPT, on va rester Mistral pour rester français, pour des coûts pas chers, ça va vous faire gagner du temps pour rédiger vos courriers, pour analyser un certain nombre de données. Alors je vais prendre un exemple, vous prenez l'ensemble de vos entretiens professionnels de l'année et puis vous demandez à Mistral, donne-moi les 10 problématiques
importante de mon établissement. Et quasiment instantanément, il va être capable grâce à l'ensemble de vos entretiens professionnels, de vous identifier les 10 thèmes qu'il faudrait travailler dans l'année. Alors, je ne dis pas qu'il faut écouter Mistral et qu'il faut toujours cette approche, mais sans coût important et de façon immédiate, les directeurs d'établissement peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des gains de productivité assez importants. Une dernière question. Quel coût de mise en place pour une petite structure? Y a-t-il une aide financière à l'installation? Un accompagnement par l'ARS ou le GCSMS Comet est-il possible? Non, alors juste pour bien préciser, un GCSMS Comet Bretagne, c'est juste une coopération d'établissements publics. Donc le GCSMS n'a pas d'argent propre, c'est juste les cotisations de ses membres. Il n'y a pas d'aide particulière. Moi, vous avez répondu à un appel à projet, donc oui. Il y avait un budget qui était, une enveloppe qui était budgétée pour. Oui, c'est vrai. Alors, il peut y avoir des appels à projets. Il faut s'en saisir. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faut aussi changer un peu de ce modèle-là, c'est-à-dire que si vous pensez que l'intelligence artificielle peut faire gagner en qualité, en productivité, il faut y croire un petit peu et se lancer sans attendre. Et c'est pour ça que je reviens. Moi, je pense qu'à la taille d'une petite structure, ça n'a pas de sens. Je pense que ça, il faut qu'on change de paradigme dans le médico-social pour l'intelligence artificielle. Le côté je pars seul, prendre une solution d'IA, pour moi, n'a pas de sens. On arrive à la fin de cette webconférence. Le temps de vous remercier chacun d'avoir accepté de participer à ce débat. J'espère qu'il a permis à chacun de nourrir sa réflexion à ce sujet. Merci à tous de nous avoir suivis, en espérant avoir répondu à l'essentiel de vos interrogations. Merci aussi à nos 2 sponsors, Axigate, Link et Families, qui nous ont permis de vous proposer ce format gratuitement. Un replay de l'événement ainsi qu'un article synthétique sera disponible dès demain sur notre site internet. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous.